Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Vous regardez Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police-justice. Au sommaire de l'émission, dans la deuxième partie, l'affaire Grégory. Cette question, y a-t-il enfin un véritable suspect dans cette affaire vieille de 36 ans? Nouvelles auditions, nouvelles techniques d'analyse des lettres du corbeau. Ces derniers jours, de nouveaux éléments sembleraient indiquer qu'un tournant est en train d'avoir lieu dans l'enquête. Alors, réel espoir ou acharnement insensé de la justice? L'avocate des parents du petit Grégory sera sur ce plateau. Elle répondra à nos questions. Ce sera juste après le dossier de la semaine. Château Margaux, Romanée-Conti, des noms qui peuvent faire rêver à l'approche des fêtes, mais qui sont surtout convoités par des voleurs d'un nouveau genre. Depuis plusieurs mois, une équipe avait dérobé plus de 900 bouteilles de Grand Cru. Préjudice estimé à 5 millions d'euros. C'est à l'issue d'une enquête hors norme menée par 200 policiers et gendarmes que 25 personnes ont été interpellées il y a quelques jours. Dans un instant, tous les détails, les coulisses de cette enquête avec nos invités, avec Dominique, mais d'abord le récit de ces vols en série avec Elisa Trana. Le butin est estimé à 5 millions d'euros. Dans ces caisses, des litres de Grand Cru, Pétrus, Romanée-Conti ou Château Margaux, dérobés dans des entrepôts de négociants ou des cavistes de la région bordelaise depuis 1 an et demi. Des mois d'enquête et de filature ont permis un coup de filet dans plusieurs départements simultanément, menés par la gendarmerie de Gironde et la police bordelaise. 25 personnes ont été interpellées pour vol et recel en bande organisée. Leurs profils sont très variés, du chauffeur de taxi au retraité. Mais tous ont un point commun, le trafic de grands vins. Ils fonctionnaient en équipe et savaient parfaitement déjouer les systèmes de sécurité. Ce type de cambriolage, ce restaurateur parisien en a fait les frais l'année dernière. C'est évident que c'est une équipe de cambrioleurs spécialisés qui a ciblé exactement ce qu'ils voulaient. Ça s'est probablement fait extrêmement vite. Ils ont vite repéré les étiquettes qui étaient intéressantes. Ils sont partis très vite avec. Ces grands vins sont ensuite écoulés sur un marché parallèle où, dans le cas bordelais, les bouteilles figuraient à la carte d'un restaurateur quinquagénaire, soupçonné d'être le commanditaire d'une vingtaine de cambriolages. Dans le cadre de cette enquête, des véhicules utilitaires et des poids lourds avec de fausses immatriculations ont également été saisis, ainsi que 150 000 euros en espèces et 200 000 euros sur des comptes. Et pour bien comprendre les coulisses de cette enquête qui a permis à ces 25 personnes d'être interpellées, nous sommes ravis d'accueillir le colonel Jean-Baptiste Félicité. Merci d'être avec nous. Bonjour, vous êtes commandant de la section de recherche de Bordeaux. Vous avez chapeauté avec également la police cette enquête. Et à vos côtés, Dominique Denost, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes gérant de la société Vin Grand Cru. Et vous aviez connu des déboires en 2017. Vous allez nous raconter ces vols qui avaient été commis à l'époque. D'abord, cette enquête, on vient d'avoir un peu le récit, mais évidemment, on a envie d'en savoir plus avec vous, colonel. Ça a commencé en septembre 2019 ? Oui, effectivement, l'aboutissement le 8 décembre avec de nombreuses interpellations est celui de 2 enquêtes. Une qui a commencé, menée par des services de police à partir de septembre 2019. Et pour la gendarmerie, ce sont des faits de janvier 2020 qui ont nécessité de longues investigations pour rapprocher les faits et ensuite surveiller les auteurs présumés jusqu'à l'interpellation. À l'été, les 2 enquêtes ont été rapprochées par le même magistrat instructeur et donc qui a délivré une commission rogatoire pour la gendarmerie, donc pour le commandant de la région gendarmerie Nouvelle-Aquitaine, ainsi que l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante. Et pour la police, c'est la police judiciaire à Bordeaux et la sécurité publique qui ont également œuvré. On dit 200 hommes à peu près qui ont été mobilisés au total sur l'intégralité de cette enquête. C'est vrai qu'il y avait du travail et il y a eu 3 départements qui ont été concernés notamment par les interventions et les interpellations. La Gironde, la Dordogne, la Loire. On est sur une enquête assez hors norme qui a demandé quand même un travail très particulier. Comment ça s'est déroulé? Donc les interpellations en fait nécessitaient beaucoup de monde. Donc pour plus de 20 interpellations, 25 interpellations, c'est effectivement 140 gendarmes et 76 policiers qui ont été mobilisés. Pourquoi autant de monde? Alors autant de monde en raison de l'évaluation de la dangerosité de certains auteurs. Pour lesquels nous avons dû mettre en œuvre donc des unités d'intervention comme des pelotons de sécurité de protection de la gendarmerie qui sont plus particulièrement entraînés. C'est quoi le profil des voleurs? Alors dans les voleurs, nous avons des trentenaires
qui sont déjà connus des services de police et de gendarmerie, notamment pour des faits de vol. Pour le volet recel, nous avons des personnes un peu plus âgées qui peuvent être dans des profils très divers, retraités ou dans des professions telles chauffeurs de taxi. Mais le point commun sur les 2 enquêtes de la police et gendarmerie, effectivement, peut-être sur un point de recel, un cinquantenaire, qui était proche du milieu de la restauration. Qui écoulait les bouteilles volées? Alors ça, c'est encore dans le cadre de l'enquête, je ne peux pas vous en parler pour l'instant. Et c'est un groupe spécialisé dans le vol de vin ou qui font d'autres choses occasionnellement? Alors, l'enquête pour nous est partie des faits qui ont été commis. Donc, c'est des vols sur des entrepôts et sur une grande surface avec un très fort préjudice. Par les constatations, nous constatons rapidement que le vol est ciblé dans des entrepôts qui stockent de gros volumes de vin. Ce sont les vins de plus grand prix qui sont ciblés. Et le rapprochement des 3 premiers faits nous permet de déduire que derrière, il y a la même équipe. C'est aussi avec les entrepôts un travail d'inventaire pour identifier les vins qui ont été volés, leur appellation, leur millésime, leur contenance, leur conditionnement, soit en caisse bois ou en carton, ce qui nous permet aussi d'alimenter nos fichiers d'objets volés et sur des découvertes d'identifier plus rapidement ce qui provient de nos vols. Et on a vu d'ailleurs sur les photos de la gendarmerie, on continue à aller voir justement ces caisses qui ont été saisies. On va continuer à parler d'enquête avec vous. Peut-être avant que vous nous racontiez votre histoire, ces bouteilles, le préjudice, je crois, il est estimé au moins à ce stade à 5 millions d'euros, c'est bien ça? Alors, ce préjudice correspond à une vingtaine de vols sur des entrepôts qui ont été commis tant sur la zone police que la zone gendarmerie autour de Bordeaux. Le montant des 900 bouteilles qui ont été retrouvées, en première approche, peut être évalué à 1 million d'euros. 1 million d'euros. Pour qu'on se figure ces bouteilles ces grands crus, ces grands noms, ça coûte combien? Dans la gamme des vins qu'on présente, il y a des vins qui peuvent aller... Les plus chers, par exemple, je vais parler de Romanée Conti, que tout le monde connaît. C'est des bouteilles qui oscillent entre 10 000 et 20 000 euros la bouteille. Bon, ça, c'est vraiment les plus chers. Mais ensuite, vous avez beaucoup de très grands crus, très recherchés, qui sont très rares, qui oscillent entre 3 000 et 5 000 euros la bouteille. Ça veut dire qu'il y a une sorte de marché noir pour essayer de les acheter un petit peu moins cher? En France, pas à ma connaissance, mais à l'étranger peut-être. Il faut bien les écouler, ces 900 bouteilles. C'est ça, oui. Et bon, après, si vous voulez, il y a quand même des codes assez connus. Il y a des fourchettes de prix qui circulent où les gens savent que ça vaut entre une bouteille, quand je vous dis 5 000, ça vaut par exemple, la fourchette de prix se varie entre 4 000 et 6 000. Bon, voilà, après, je suppose que ceux qui vont les revendre... selon la façon dont ils opèrent, la fourchette est basse ou haute, quoi. Mais ça veut dire que ceux qui viennent, les gars qui viennent, sont quand même des connaisseurs. Parce que j'imagine que dans votre entrepôt, il n'y a pas 900 bouteilles. Il y en a 900 qui ont été volées. Il doit y en avoir 4, 5 000, 6 000, 7 000. Voilà. Donc ceux qui viennent savent très bien ce qu'ils vont venir chercher. Il faut connaître. C'est ça. Je pense que... Moi, nous, on a été cambriolés il y a 3 ans. Et ils ont pris les meilleures bouteilles? Voilà, ils ont pris les meilleures bouteilles. À l'époque, on ouvrait au public. Je pense qu'il y a eu un parcours de repérage avant, pour voir où on situait les bouteilles. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé... déjà, ça s'est passé un week-end prolongé. C'était pour Pâques, donc ils choisissent vraiment la date du milieu. Quand il y a 3 jours, ils viennent le 2e jour. Et parce que ce qu'il faut, c'est les retarder au maximum de manière à eux, ils savent que ils ont... là, dans le cadre de notre vol à nous, ça se situait... Ils avaient prévu certainement une quinzaine de minutes. Ils se sont dit, pendant 15 minutes, on est à peu près tranquille. Les forces de police n'arriveront pas. Donc, il faut être prêt, il faut aller vite. Voilà, il faut aller vite. Donc, ils ont cassé. Ils ont certainement repéré avant. Bon, nous, on a vu quelques personnes suspectes qui venaient. On reconnaît quand même les gens qui sont des véritables acheteurs et ceux qui sont curieux. Donc ça, on avait déjà prévenu la police en disant attention, on a vu quand même des individus louches se présenter chez nous. Et effectivement, ils avaient fait un repérage et quand ils ont cassé, ils sont allés tout de suite au Grand Cru, là où on avait situé les plus grosses valeurs, quoi. Ils sont allés tout de suite aux plus grosses valeurs de vin.
Colonel, la principale motivation de ces personnes, c'était l'argent. Il y avait un système, j'imagine que c'est l'enquête qui va évidemment déterminer, vous nous le disiez, un peu comment ils comptaient écouler, mais est-ce qu'il y a déjà des hypothèses sur ce qu'ils allaient faire de ces 900 bouteilles ? Alors les 900 bouteilles qui ont été découvertes lors des perquisitions, tant par les services de police que de gendarmerie, sont qu'une petite partie de ce qui a été volé. Donc il nous reste encore du travail d'enquête pour déterminer où cela a pu être écoulé. Nous avons quand même découvert lors des perquisitions de nombreuses espèces. Donc on pense qu'une partie peut être issue du produit de la vente, vraisemblablement à des produits, à des prix qui ne sont peut-être pas ceux du marché. Est-ce que c'est trahir le secret de l'enquête que de nous raconter au moins un petit peu comment vous les avez identifiés, comment vous avez remonté le fil? Il y a eu quoi? Il y a eu des caméras de vidéosurveillance. Comment vous avez travaillé? Donc effectivement, les entrepôts sont de plus en plus sécurisés et le travail d'enquête consiste toujours à partir des faits. La vidéo, les autres systèmes d'alarme laissent des traces. On peut repérer l'heure à laquelle les faits se sont passés, chercher à identifier le nombre d'auteurs, les véhicules. Donc il y a tout un travail minutieux et donc je salue l'engagement des enquêteurs sur ce dossier qui a permis de payer. Donc c'est un engagement assez long qui a été en plus ralenti par la période du confinement. Oui, pardon. Non, je vous ai interrompu, pardon. Et une fois qu'on a identifié des suspects, il faut mieux les connaître, organiser une surveillance technique, une défilature, de manière à voir s'ils commettent d'autres faits, si les complices qu'on a identifiés sont bien les bons, et de manière à être sûr de les loger le jour d'interpellation. C'est-à-dire que vous avez logé des gens, vous avez identifié des gens, et qu'ensuite vous avez pris le temps de sûrement poser des écoutes, remonter un peu tout le monde, aller chercher tout le monde. C'est ça, vous n'avez pas interpellé tout de suite non, dans une enquête comme ça. Donc c'est un travail classique d'investigation. En plus, on a eu besoin de coordonner l'avancement de l'enquête par les services de police et celui par la gendarmerie. Et donc nous avons déterminé une date commune pour pouvoir interpeller simultanément tous les auteurs de vol, quelques receleurs. Dominique Denos, c'est ce qu'il y avait, parce que ça dure, vous c'est en 2017, oui. Il y a eu là ces faits des derniers mois. Est-ce qu'il y avait une sorte de psychose chez les vignerons, chez les restaurateurs, chez les cavistes, dans les entrepôts, avec la peur au ventre de se dire on va se faire cambrioler à un moment ou à un autre? Avant que ça nous arrive, non, justement, on n'y pense pas, on fait notre travail et puis on pense pas à ça. On est assuré pour le minimum parce que les primes d'assurance, évidemment, elles varient en fonction du montant auquel vous vous assurez. Donc, franchement, non, on n'y pense pas. C'est après coup, oui. Quand ça vous est arrivé une fois, moi je me suis fait réveiller par la société de surveillance en pleine nuit. Ça traumatise quand même, quoi. Après les gendarmes qui m'appellent quand ils étaient dans l'entrepôt, on sentait qu'il y avait quand même une tension avec. Ils ont réussi à faire fuir les voleurs. Ils savaient pas s'ils restaient dans l'entrepôt encore quelques malfrats avec peut-être des armes. Et vos voleurs, c'était quel profil ? Pareil, c'était des trentenaires aussi, qui étaient des récidivistes aussi, puisque j'ai eu quelques éléments. Spécialisés ? Alors spécialisés, je sais pas. Je sais que ils étaient venus avec 2 gros véhicules qu'ils avaient volés la veille, donc ils sont ils sont pas capables de voler que des vins, il faut aussi autre chose. Et vous avez changé votre système de protection, vous l'avez renforcé? Oui, ça on a changé puisqu'on a un stock très important et on a effectivement on se croyait bien protégé, mais là on a compris qu'on ne l'était pas assez, quoi. Et il y a des techniques, si j'ai bien compris, pour éviter, si quelqu'un rentre, qu'il ne puisse identifier trop vite les endroits, les lieux, de sorte d'enfumage, c'est ça, dans le local? Alors, il y a un système d'enfumage qui est complémentaire à la protection que l'on a, parce que, si vous voulez, le système d'enfumage, c'est bien. Sauf que ça commence à enfumer doucement et si vous voulez, le temps qu'on ne voit plus rien dans les pièces, il y a 5 à 10 minutes qui se passent. Et en 5-10 minutes, ils ont le temps de prendre beaucoup de vin. Donc si vous voulez, ça c'est un élément complémentaire à notre protection. Mais la protection, c'est surtout nous, ce qu'on a fait, par exemple, on a mis des grilles supplémentaires aux entrées, on a mis des portes blindées, dans les endroits stratégiques où on conserve les plus grands crus, et on a des systèmes de sas également qui tombent lorsqu'on ferme la boutique.
C'est-à-dire que si on considère que si la personne va rentrer, il faut lui mettre des obstacles de manière à les retarder. Ouais. Véritable forteresse, peut-être un mot pour conclure, colonel. Est-ce que ce type de vol est en expansion? Est-ce qu'il y en a de plus en plus? Donc j'ai la chance de servir à la section de recherche de Bordeaux, donc des vols de vin, je ne peux pas dire que c'est la première fois qu'on en rencontre. C'est une richesse locale. Une enquête de cette ampleur, effectivement, on peut en conduire régulièrement, tous les 4-5 ans, par rapport à l'engagement dans la durée, par rapport au préjudice. Mais on ne constate pas forcément un essor. On est très attentif à ces vols de vin, tant sur des entrepôts que sur aussi des particuliers qui peuvent se faire séquestrer pour donner accès à leur grand cru. On a vu ça effectivement avec des restaurateurs. Merci beaucoup à vous deux. Merci de venir sur le plateau d'Affaires suivantes pour nous raconter les coulisses de cette enquête qui a abouti. Vous restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, condamnation exemplaire pour Cécile Bourgeon. 20 ans de réclusion criminelle pour la mère de la petite Fiona, tuée en 2013. Elle n'avait été condamnée qu'à 5 ans en première instance. Alors pourquoi est-elle aujourd'hui considérée comme la principale responsable? Le récit de cette ultime semaine de procès et de cette condamnation, c'est dans un instant. Quasiment 13h30. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV pour regarder Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police-justice. Dans un instant, y a-t-il vraiment un suspect privilégié dans l'affaire du petit Grégory? Les derniers actes d'enquête menés dans la plus grande discrétion ont-ils véritablement apporté des éléments nouveaux? La stylométrie appliquée aux lettres du corbeau peut-elle enfin permettre de connaître la vérité? Beaucoup de questions, un nouvel espoir, des fausses pistes. Nous poserons toutes ces questions à l'avocate des parents du petit Grégory. Elle sera avec nous dans un instant, juste après les coulisses de la semaine. Elle avait été condamnée à 5 ans de prison en 2016. La cour d'assises du Rhône en a décidé tout autrement. Cécile Bourgeon a été condamnée cette semaine à 20 ans de réclusion criminelle pour son implication dans la mort de la petite Fiona. Une condamnation plus lourde même que celle de son ex-compagnon, reconnu d'avoir donné les coups mortels. Alors, pourquoi un tel revirement? Qu'est-ce qui a changé depuis 2016? Le récit de ces 15 jours d'audience, les explications sur cette condamnation, ce sera dans un instant avec nos invités, avec Dominique. Mais d'abord, retour sur cette condamnation avec Elisa Trana et Maëva Comessi. Elle est arrivée à pied, le visage dissimulé sous une large capuche. Cécile Bourgeon comparaissait libre, mais à l'issue de ce 4e procès, la mère de Fiona a été condamnée à 20 ans de réclusion criminelle. Son ex-compagnon Berkane Makhlouf, lui, a écopé de 18 ans. Cécile Bourgeon semble avoir été pour la première fois considérée comme la principale responsable dans la mort de la petite fille en 2013. Un verdict qui satisfait le père de Fiona. Depuis le début, je pense que c'est elle l'instigatrice. C'est elle qui porte la culotte. C'est elle qui... Je pense que c'est elle qui... Elle tape et lui tape aussi. Ils sont deux responsables. Donc je pense que la peine est juste, oui. L'avocat de Cécile Bourgeon avait pourtant plaidé l'acquittement. Selon lui, les juges n'ont pas réussi à se départir de l'image de cette mère qui a menti à la France entière. Elle paye son comportement à l'audience, elle passe mal, sans émotion. Elle paye naturellement son comportement au moment de la disparition et du mensonge. Et elle paye aussi cette absence de corps. C'est une décision qui trouve, à mon sens, son fondement sur la colère, plus que sur la raison. Lors de son transfèrement vers la prison de Lyon-Corba, Cécile Bourgeon a dû être hospitalisée d'urgence. Elle aurait ingéré un substitut à l'héroïne à l'issue de son procès. Et pour entrer dans les coulisses de cette décision avec nous, Valentine Arama, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à Police-Justice au Point, vous avez suivi ce procès, on en avait parlé lors de la première semaine avec vous. Cette condamnation, comment l'expliquez-vous? Après avoir suivi ces audiences, qu'est-ce qui, selon vous, a penché dans la balance pour que la peine soit tout d'un coup la plus lourde, qu'elle soit reconnue comme la principale responsable de la mort de la petite Fiona? Eh bien, c'est exactement ça. Cécile Bourgeon, la Cour a estimé que Cécile Bourgeon avait activement participé au processus mortel. Elle a isolé Fiona de tous les tiers, du père, Nicolas Chafoulet, des grands-parents. Elle a laissé la petite en proie aux violences de Berkane Makhlouf et surtout, la Cour a estimé qu'elle s'était elle-même livrée à des violences et qu'en cela, elle s'était rendue coupable du crime de violence de coup mortel, ayant entraîné la mort sur mineur de moins de 15 ans par ascendant, qui sont 2 circonstances aggravantes.
Et également, je pense que la Cour a estimé qu'il n'y avait pas d'emprise de Berkane Makhlouf sur Cécile Bourgeon et qu'elle était au centre de tout finalement. Elle ne s'est pas laissée manipuler par son ex-compagnon. Peut-être même l'inverse, c'est ce que dit le père de la petite Fiona. C'est ça. En fait, les différentes parties, et c'est ce qu'elles ont voulu démontrer pendant le procès, c'est que Cécile Bourgeon, elle est le chef d'orchestre des mensonges. Elle est partie prenante de toute la mystification. Il y a eu effectivement, voilà, on en parlait dans le sujet, l'enlèvement. Elle s'est ensuite présentée devant les caméras comme une mère éplorée. Elle fait des recherches plus que douteuses sur Internet. On se rend vraiment compte, enfin en tout cas c'est ce que la Cour a retenu, que Cécile Bourgeon... elle avait un rôle et que, voilà, encore une fois, elle était au centre de tout. Et comment est-ce qu'on peut expliquer alors que ça ait échappé à la première instance, la première cour d'assises, dont on rappelle qu'elle l'avait condamnée à 5 ans, je vais rajouter seulement, de prison, 5 ans la première cour d'assises, 20 ans cette fois-ci. Comment ça a pu échapper à la première instance? Alors effectivement, bon, il faut rappeler qu'en première instance, elle a été condamnée que pour des délits, notamment celui de non-assistance à personne en danger. Et par contre, il faut aussi rappeler qu'à l'appel, l'appel de 2018, elle avait déjà été condamnée à 20 ans. Donc ce verdict a été cassé. Mais les 5 ans quand même. Mais les 5 ans, on peut estimer que la Cour, à l'époque, avait considéré que c'était Berkane Makhlouf qui était l'anti-responsable de la mort de Fiona et qu'elle, justement, elle avait eu une forme de passivité dans tout le processus mortel et qu'elle avait subi, elle aussi, les violences et le comportement de son compagnon. Et là, c'est tout à fait le contraire qui a été prouvé et décidé par... Il l'accuse cette fois-ci? Il dit, lui... Oui, c'est la première fois justement qu'il essaye de rentrer dans un autre schéma d'explication, si je puis dire, parce que pour une fois, effectivement, il a commencé à la charger un peu elle aussi, comme si le pacte, l'union sacrée entre les deux avait été rompue. Et en fait, elle, pendant tout son interrogatoire sur les faits, elle a continué de charger Berkane Makhlouf, de dire qu'il était le seul à avoir frappé Fiona. Et lui, qui a été interrogé le lendemain de Cécile Bourgeon, a dit non, mais attention, j'ai des lacunes, je suis violent, parce que ça c'est quelque chose qui est connu de manière assez notoire, mais je suis violent envers les adultes, jamais envers les enfants, j'adorais Fiona, je n'ai jamais levé la main sur Fiona. En revanche, j'ai été témoin de moments où Cécile Bourgeon avait, fait preuve de violence envers sa fille. Et effectivement, dans la stratégie mise en place par l'avocat de Berkane Makhlouf, qui a changé par rapport à la première condamnation, quand il plaide, il a cette phrase, il parle de Cécile Bourgeon, si elle n'a rien à se reprocher, si c'est lui, Berkane Makhlouf, mon client, qui a porté les coups, alors pourquoi ne pas conduire les enquêteurs jusqu'au corps? Pourquoi ne dit-elle rien? Et c'est vrai qu'elle reste murée dans le silence, dans le mystère. Mais juste, elle reste murée dans ce silence et ça a été pour la Cour le signe de sa culpabilité, la preuve qu'elle avait un rôle, encore une fois, central dans tout ça. Je pense que voilà, en fait, elle ne participe pas à la manifestation de la vérité, pas parce qu'elle ne le peut pas, parce que simplement, elle ne le veut pas. Elle ne veut pas qu'on sache où est le corps, parce qu'elle ne veut pas qu'il y ait de preuves. Et effectivement, elle ne dit rien de plus, elle reste murée dans son silence et elle continue d'accuser Berkane Makhlouf. Le silence, c'est peut-être d'ailleurs ce dans quoi elle s'est réfugiée, puisque à l'annonce de ce verdict, alors, est-ce qu'elle a tenté de se tuer, de se suicider, de s'empoisonner? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, déjà, à l'annonce du verdict, elle est assez stoïque. Lui lève le bras au ciel, fait non de la tête, il est désespéré. Elle est... j'allais dire, comme pendant le reste de l'audience, assez calme, assez stoïque. Et effectivement, on apprend qu'après l'annonce du verdict, le mercredi, elle ingère du Subutex, qui est le substitut de l'héroïne. Ça permet de supprimer... On rappelle que le couple se droguait. Oui, voilà, deux toxicomanes, ils se droguaient ensemble. Ils avaient d'ailleurs amené les petites dans des squats à Clermont-Ferrand pendant qu'ils se droguaient, donc... Voilà. Et en l'occurrence, elle a ingéré ce fameux Subutex. On ne sait pas vraiment dans quelle proportion, mais elle a ingéré cette substance au dépôt avant d'être transférée à la maison d'arrêt de Lyon. Pour l'instant, elle a l'air d'être dans un état stable et elle devrait être transférée dès que possible à la prison. Merci beaucoup Valentine Arama d'être venue nous raconter les coulisses de ce procès, évidemment, et de cette condamnation. Merci beaucoup. Tout de suite, les invités de la semaine. La justice tient-elle vraiment un suspect dans l'affaire du petit Grégory? C'est ce qui ressortira des dernières auditions menées dans la plus grande discrétion par le nouveau juge en charge de l'instruction, un juge qui agit dans l'ombre mais qui poursuit l'enquête 36 ans après les faits. La vérité est-elle encore possible? Nouvel espoir
ou entêtement insensé de la justice? Nous allons poser cette question dans un instant à l'avocate des parents du petit Grégory. Ce sera juste après les derniers rebondissements de la semaine compilés par Elisa Trana. Cela fait 36 ans que la Vologne conserve ses secrets. Aucun enquêteur, aucun magistrat n'est parvenu à identifier le ou les meurtriers du jeune Grégory Villemain, malgré des dizaines d'expertises et d'approches différentes, notamment pour identifier le ou les corbeaux, auteurs de 31 lettres. La lettre du 16 octobre 84, c'est la lettre qui revendique la mort de Grégory Villemain. Elle a déjà été attribuée à 4 personnes différentes avec différentes expertises. Je suis plus que méfiant. En 2017, des résultats d'analyse en graphologie avaient entraîné la mise en examen de Jacqueline et Marcel Jacob, grande-tante et grand-oncle de Grégory. Mise en examen annulée l'année suivante pour des questions de procédure. Mais la juge d'instruction de l'époque avait également commandé auprès d'une entreprise suisse des expertises en stylométrie. Il s'agit de comparer la syntaxe, la ponctuation et le style d'écriture des lettres du corbeau avec ceux des protagonistes de l'affaire. Un procédé peu fiable, selon l'avocat de Marcel Jacob. Il y a 2 écueils au cas d'espèce. Le premier, c'est qu'on compare des écrits extrêmement brefs, les lettres du corbeau et notamment la lettre de revendication, qui ne font que quelques mots tout au plus. Deuxième écueil, tous les gens qui ont été soumis, ils habitent peu ou prou dans un rayon de 10 km². Peu ou prou, ils ont tous le même âge. Peu ou prou, ils ont fréquenté les mêmes établissements scolaires avec les mêmes enseignants. De nouvelles auditions de témoins ont également eu lieu ce mois-ci. Des membres de l'entourage des Villemain et d'anciens voisins. Les parents de Grégory attendent toujours des réponses. Des réponses, voilà ce qu'attendent évidemment les parents du petit Grégory. Maître Marie-Christine Chastan-Moran, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes l'avocate de Christine et Jean-Marie Villemain, merci beaucoup d'être avec nous. Dominique Verdaillan, bonjour, merci d'être là. Vous êtes journaliste et chroniqueur judiciaire, vous connaissez évidemment parfaitement cette affaire. Maître, évidemment, on a envie de commencer par vous, puisqu'on ne vous a pas entendu depuis ces derniers jours, depuis ces informations délivrées par nos confrères du Parisien, ces nouvelles auditions qui ont eu lieu, qui restent pour l'instant assez mystérieuses sur cette expertise de stylométrie pratiquée sur les lettres du corbeau. On va rentrer dans ce détail-là, mais d'abord, étiez-vous au courant de tous ces actes d'enquête? Est-ce que vous en avez été informé? Est-ce que vous avez pu les consulter? Écoutez, tout d'abord, cette affaire a fait l'objet d'une pause forcée avec tous les problèmes de procédure, ce qui fait que le dossier a été en quelque sorte en stand-by. Donc, nous savons que depuis que ces questions de procédure sont terminées, le dossier va repartir et repart sur le fond. Donc ça n'était pas une surprise. En revanche, je pense que ça repart depuis très peu de temps. Qu'il y ait eu quelques auditions, c'est tout à fait probable, je le pense, j'en ai entendu parler, effectivement. Quant à l'expertise à laquelle vous faites allusion... La stylométrie. La stylométrie. Vous l'avez vu, le rapport? Elle n'est pas dans le dossier. Moi, j'étais cette semaine à Dijon. Le rapport n'est pas déposé. Le rapport dont parle le Parisien n'est pas dans le dossier. Le rapport dont parle le Parisien n'était pas dans le dossier lorsque je suis allée à Dijon mercredi. On parle bien du dossier du juge. Il n'est pas dans le dossier du juge. Donc vous ne l'avez pas vu, le juge ne l'a pas vu non plus. À l'heure actuelle, les avocats qui ont accès à ce dossier, à l'heure actuelle, ils ne sont pas nombreux. Ce sont seulement les avocats de Christine et de Jean-Marie Villemain. Puisque Christine et Jean-Marie Villemain sont partis à la procédure, ils sont partis civils, ils ont donc un accès au dossier. Thierry Moser et vous? Thierry Moser, François Saint-Pierre, Katia Gabriel, voilà, l'équipe des avocats. Et ce rapport, vous ne l'avez pas? Nous n'avons pas ce rapport. Il avait été commandé, si je ne me trompe, par l'ancienne juge d'instruction en charge du dossier. Tout à fait. C'était la présidente en charge du supplément d'information à l'époque, Madame Barbier, qui a commis ce laboratoire afin de diligenter cette expertise. Alors, il n'est pas encore rentré. C'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, la procédure a été mise entre parenthèses au niveau du fond pendant un moment. Je pense qu'il devrait incessamment rentrer, mais... mercredi, nous avons posé la question et nous n'avons pas eu accès à ce rapport qui n'est pas rentré. Ce rapport, il est important, Dominique, peut-être qu'il faut qu'on réexplique la stylométrie, de quoi il s'agit et sur quoi ça a porté. Parce que c'est au cœur de l'affaire, les lettres du corbeau. Absolument. La stylométrie, c'est une analyse du style de l'écriture, du graffeur, vraiment du style. Voilà. C'est pas la graphologie. Ça n'est pas la graphologie. Alors,
La graphologie, c'est l'analyse de l'écriture, donc c'est assez controversé. L'expertise en écriture, c'est l'analyse de l'encre, c'est l'analyse de la composition du papier. C'est beaucoup plus technique, c'est beaucoup plus scientifique, c'est plus sérieux et plus pris au sérieux en tout cas. Et puis la stylométrie, c'est l'analyse, encore une fois, du style de l'écriture, des ronds, des distances entre les lettres, et avec des références à chaque fois à l'écriture du passé, presque des comparaisons, on peut comparer avec un logiciel aussi. Bon, c'est quand même c'est plus sérieux que la graphologie, hein. Peut-être moins que l'expertise en écriture. Enfin bon, on est quand même dans quelque chose d'assez un peu dans la nébuleuse. Alors, il y a 31 courriers qui devaient être examinés, hein. Donc dans ces courriers, il y a les lettres du Corbeau, des lettres qui ont été adressées au juge Lambert et au juge Simon, des lettres qui ont été adressées à la famille Villemain et à différents membres de la famille. Et la mission des experts était déterminée par l'analyse stylométrique combien de rédacteurs ont pu rédiger les 3 messages adressés à la famille Villemain. Et nos confrères du Parisien disent que visiblement dans ces études, que vous n'avez donc pas vues et qui n'est donc pas encore arrivé dans le dossier, il y aurait peut-être une concordance, quelque chose qui matcherait. Et ça désignerait, avec prudence, un suspect. Vous y croyez ou pas? Écoutez, moi, vous n'allez pas me faire prononcer sur une expertise que je n'ai pas vue. La stylométrie, c'est quelque chose de nouveau, qui n'existait pas, qui existe maintenant, et je pense que c'est une bonne chose que d'avoir recours aux nouvelles méthodes. Ça sera un élément de plus qui sera au dossier. Maintenant, les résultats, je ne les connais pas. La méthode, je ne la connais pas. Alors, comment il est sorti ce rapport? Il est sorti directement du labo. Si le juge l'a pas, si vous ne l'avez pas, si le Parisien le publie, c'est le labo, je n'ai pas de boule de cristal. Dominique. Je ne suis pas Madame Zaza et je n'ai pas de réponse à vous donner. Vous avez secoué la tête quand vous avez entendu stylométrie, quand je parlais, vous avez secoué la tête. Oui, parce qu'on sait déjà que la graphologie, elle est sujette à caution. C'est jamais une preuve, c'est éventuellement un indice. Et il y a un certain nombre de dossiers où elle a posé problème. L'affaire Grégory, entre autres. La stylométrie, elle n'a jamais été employée dans de grandes affaires criminelles, en tout cas, je crois, en France. Donc prudence. Effectivement, comme me dit Christine, bon, espoir, mais encore une fois, prudence. Et on est dans la folie, une fois de plus, depuis le début de cette affaire. On parle d'une expertise qui est publiée dans la presse et qui n'est pas dans le dossier. Une expertise qui a été demandée par la juge précédente, Madame Barbier, dont on sait qu'elle a commis certaines erreurs dans cette affaire qui a valu qu'on enlève les mises en examen des époux Jacob, les derniers mises en examen. Et de Muriel Boll. Et de Muriel Boll, dont on a aussi au passage enlevé la garde à vue parce que la Cour de cassation la garde à vue, est passée par là. Donc voilà, on est dans la folie la plus totale. Et aujourd'hui, le seul espoir, alors on n'est pas toujours d'accord avec Marie-Christine Chasteamban là-dessus, le seul espoir aujourd'hui, c'est la science. C'est-à-dire que c'est la science qui doit pallier les défaillances humaines. Parce que depuis le début, citant son nom une bonne fois pour toutes, depuis le juge Lambert, ça a dérapé totalement. Ça a dérapé côté magistrat, ça a dérapé côté gendarme, ça a dérapé côté policier, ça a dérapé aussi côté journaliste. Ne le gâchons pas. Et ça continue encore aujourd'hui. Il y a cette folie que vous évoquiez. Et maître, j'aimerais que vous nous disiez comment ont réagi les parents du petit Grégory. Parce que, est-ce qu'ils se disent là, il y a un espoir? Est-ce qu'ils ont été tellement déçus qu'ils se disent pourquoi on s'acharne encore? Comment ils ont réagi cette semaine? Écoutez, d'abord, la stylométrie par rapport à la graphologie, ça m'apparaît quand même reposer sur des algorithmes, sur des raisonnements statistiques avec des algorithmes. Nous sommes quand même plus près de la science qu'avec la graphologie. Donc, nous verrons. Christine et Jean-Marie Villemain, eux, ne souhaitent bien évidemment qu'une chose, c'est connaître la vérité. Non pas une vérité, la vérité. Et même tant d'années après, pourquoi finalement a-t-on tué Grégory? A-t-on assassiné Grégory? Pour briser son père. La lettre de revendication dit bien, tu mourras de chagrin, le chef. C'est pas ton argent qui va te rendre ton enfant. C'était pour briser le père. On sait qu'ensuite, et Dominique Verdeillan rappelait tout ce qui s'est passé au niveau de la procédure, on sait quand même que dans cette procédure, il y a eu une erreur judiciaire monumentale en mettant en cause la mère, qui a été entièrement blanchie, mais elle a dû attendre 8 ans, entièrement blanchie par une décision historique, on n'en a jamais vu d'autre, enfin à ma connaissance, dans le droit pénal français, pour absence totale de charge. Donc, finalement, ce Corbeau, il a brisé le père, il a brisé la mère, il a bien réussi en quelque sorte. Comment voulez-vous que les parents
d'un enfant assassiné, victime innocente par excellence, il n'a rien fait, comment voulez-vous que les parents ne veuillent pas connaître la vérité? Mais maître, est-ce qu'ils ont lu ce papier du Parisien? Est-ce que vous les avez eu au téléphone et qu'est-ce qu'ils vous ont dit, si oui? Écoutez, tout le monde a eu connaissance de ce papier du Parisien. J'ai été la première étonnée, eux aussi. Vous les appelez, eux vous appellent? Comment ça se passe? On se parle tout à fait régulièrement. Oui. Et qu'est-ce qu'ils vous disent en lisant le papier? En lisant le papier, le rapport est-il déposé? Réponse, non. Il y a eu des auditions, oui, il y a eu un début d'audition. Donc, ils sont, j'allais dire, satisfaits en ce sens qu'ils voient que l'affaire se poursuit. Ce qu'ils savaient d'ailleurs, parce que ils ont été entendus par le nouveau président en charge de l'instruction au mois de septembre. Donc, ils ont la confirmation que l'action se poursuit. Donc, à ce niveau-là, ils sont satisfaits parce que, en définitive, ils sont très sereins. Ils n'ont pas d'acrimonie à l'encontre de la justice, etc. Ils sont sereins. Ils croient à la justice, mais ils sont déterminés et ce qu'ils souhaitent, c'est que tous les moyens possibles, y compris les nouveaux moyens tirés de la science, ou stylométrie qui n'existaient pas avant, tous les nouveaux moyens qui offrent de nouvelles perspectives puissent être utilisés. Et on va y revenir, Dominique. Oui, il faut dire, je parle sous votre contrôle, comme on dit dans les audiences, que le dossier a failli être fermé à une époque, prescription, et que c'est en 2000 que sous... j'allais dire la pression, mais légitime des époux Villemain, la justice, avec le procureur général de Dijon à l'époque, qui était Jean-Marie Bonnet, est repartie justement avec les expertises. On a commencé par le timbre, on a cherché l'ADN, on l'a pas trouvé. Pourquoi? Il avait été trop manipulé. Ensuite, ce fut les cordelettes, ce fut la norac, ce fut le bonnet, ce fut un certain nombre d'éléments, de pièces à conviction totalement inexploitables, parce qu'il faut rappeler qu'à l'époque des faits, il n'y avait pas cette précaution en ce qui concerne les scellés. Ce qui fait que ce dossier, encore une fois, j'allais dire, il est maudit depuis le premier jour. Avant que Dominique, parce qu'il brûle d'impatience de vous poser des questions sur les suites, juste un mot, Dominique Verdaillan. Est-ce que vous pensez encore, avec votre connaissance du dossier, que cette vérité est possible? Je vous dirais, et c'est là où on n'est pas toujours d'accord, je le souhaite. Pour les parents, je le souhaite pour tout le monde, parce que c'est une énigme, on a envie d'enlever le point d'interrogation. Je le souhaite, j'y crois pas trop. Alors les suites, Dominique. En préparant l'émission avec Philippe, on voulait faire le point avec vous sur l'enquête. Vous avez plaidé il y a quelques jours à Dijon pour déposer des nouvelles demandes dans le dossier. De quelles demandes s'agit-il? Parce qu'il y a des choses très intéressantes. Bien, nous avons effectivement demandé un certain nombre d'investigations, tenant essentiellement au cercle scientifique. Et de l'ADN. Donc, il y a combien d'ADN dans le dossier? Il y a combien d'ADN découverts dans ce dossier? Eh bien, à l'heure actuelle, il y a 9 profils ADN qui sont dans le dossier et qui peuvent donc faire l'objet de comparaisons. Très vite, où est-ce qu'ils ont été retrouvés? Alors, ils sont au cœur, j'allais dire, de cette affaire, puisque ils ont été retrouvés sur les vêtements que portait Grégory lorsqu'il a été assassiné. Il se situe sur la lettre enveloppe de revendication, donc du 16 octobre 1984, sur l'embout de la seringue qu'on avait retrouvée. Sur le bord de la rivière. Également sur le bord de la rivière, et également sur 2 lettres anonymes du Corbeau de, je crois, 1983. Donc il y a 9 ADN dans l'affaire Grégory. Donc il y a 9 profils, et puis il y a également, c'est une lettre qui avait été envoyée postérieurement par une certaine jeune fille qui disait qu'elle avait été au CES avec Muriel, etc. Ça s'appelle Corinne. Là aussi, une certaine Corinne. Et là aussi, il y a un profil. Donc ce sont des profils qui peuvent être exploités et faire l'objet de comparaisons. Et ce que nous souhaitons, bien évidemment, c'est que tout ce qui est possible au niveau scientifique soit fait pour essayer de faire matcher, comme on dit maintenant, et faire éclater la vérité. Donc vous allez demander sur ces profils un ADN Nous avons demandé un ADN j'y arrive jamais, de parentèle. De parentèle, voilà. Oui, parce que pour faire des comparaisons, on fait souvent des comparaisons avec ce qui présente 100% de similitude. Bon, pour l'instant, ça n'a rien donné. Dans beaucoup d'affaires, même des écoles caisses qui sont maintenant résolues, ça n'avait rien donné. On cherchait à partir d'ADN complet. Voilà. Et là, on va chercher à partir de morceaux d'ADN. Oui, mais la science évolue. Il ne faut pas quand même se camoufler que la science évolue beaucoup. Et c'est aujourd'hui possible. Donc, en réalité, ce que nous avons demandé, c'est qu'au lieu de faire des comparaisons avec ce qui représente 100% de similitude,
on puisse le faire avec 50% de similitude dans la parentèle, ce qui double en quelque sorte la possibilité de faire des comparaisons et d'identifier quelqu'un. Et très vite, ce qui a permis à l'affaire Élodie Kulik, on s'en souvient tous, on la connaît tous, de sortir cette banquière donc, qui avait été 20 ans après. 20 ans après. 20 ans. On a aussi, avec Philippe, on vous a préparé une question sur le... Alors, donc, il y a ça, ADN de parentèle, et puis, il y a des prélèvements. Vous allez demander autre chose encore, sur des prélèvements, oui, c'est ça? Oui, nous avons demandé davantage de prélèvements, puisqu'il y a des prélèvements ADN qui ont été faits. C'est à partir de ces prélèvements qu'on peut trouver des profils. Nous en avons demandé 37 supplémentaires, 37 prélèvements complémentaires sur d'autres personnes et de l'entourage, et également par rapport à cette fameuse Corinne. Voilà, donc de nouveaux prélèvements, que la Chambre de l'instruction ordonne donc une expertise de l'ADN par parentèle, et également, dans la mesure du possible, ce qui se fait maintenant, c'est également quelque chose qui est assez novateur, c'est faire un portrait robot à partir des ADN, des profils ADN dont nous disposons dans le dossier, c'est-à-dire retrouver les traits morphologiques. On voit tous ces actes d'enquête. Dominique Verdaillan, le mot de la fin en quelques secondes pour vous. Oui, ça confirme ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a que la science qui peut sauver ce dossier. Parce que depuis 34 ans, c'est le mutisme. On a compris que c'était un drame familial, que c'était dans la famille ou les familles qu'il fallait chercher, que c'était pas le crime d'un rôdeur, etc. Seulement, depuis 34 ans, c'est le mutisme total. Alors, sauf si un jour, quelqu'un, sur son lit de mort, fait des confessions, mais encore, est-ce qu'elles seront crédibles ? Pas évident. Donc, devant ce mutisme total, il n'y a qu'effectivement que la science qui peut peut-être faire un pas en avant. Alors moi, je suis un petit peu plus optimiste, évidemment, parce que je me dis que certains, effectivement, peuvent parler, dans ceux qui étaient là, mais il y a également les enfants. Les enfants de ceux qui ont été là, qui ont vécu, qui ont entendu, et qui savent un certain nombre de choses et qui peuvent également parler. Et on continuera à suivre évidemment ce dossier. Un grand merci, Maître, un grand merci Dominique Verdaillan d'être venu sur le plateau d'Affaires suivantes. Avec Dominique, on vous souhaite évidemment de bonnes fêtes de fin d'année. On se donne rendez-vous en janvier. Bon dimanche sur BFM TV.